monde extérieur désormais irrespirable et en ruine. Afin de ne pas oublier qu'ici nous sommes à l'abri et là-bas en danger. Ceux qui veulent sortir sont donc condamnés à mort et soumis au nettoyage des caméras qui retransmettent la réalité de la surface. Toute demande de sortie du silo est accordée, mais est irrévocable. Ce qu'il s'est passé avant le silo, personne ne le sait, ne reste de la vie d'avant que quelques reliques interdites, jusqu'à ce qu'un groupe de rebelles se mette à poser un peu trop de questions. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce qu'il y a en surface, c'est l'idée qu'ils veulent qu'on ait du monde extérieur. Alors, véritable refuge ou bunker absurde, qu'est-ce que vraiment le silo ? Je veux sortir! Bonsoir, Mathieu Burgalassi, bienvenue sur le plateau Clip. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue spécialisé dans l'étude du comportement humain face aux catastrophes naturelles et guerres. Réelle ou redoutée, ça a son importance. Vous avez publié La peur et la haine aux éditions Michel Lafon et vous avez fait une enquête de 4 ans chez les survivalistes. Alors, survivalisme, c'est un mot qu'on emploie beaucoup. C'est un mot pour exprimer comment faire perdurer la vie dans un environnement qui a changé, qui s'est dégradé. Et au-delà de cette enquête, moi, ce qui m'a le plus touchée au début, c'est qu'avant toute chose, c'est de vous dont il s'agit, M. Burgalassi, car vous êtes intéressé au survivalisme suite à une agression dont vous avez été victime. Ouais, moi j'habitais à Lyon et un jour je rentrais chez moi, je me suis fait tabasser à mort, quoi. On m'a laissé pour mort sur un coin de trottoir. Et après ça, en fait, j'ai fait une dépression. J'avais des pensées suicidaires, j'arrivais plus à sortir dans la rue, j'arrivais plus à aller dans des endroits où il y avait des gens. Et je vivais avec une peur permanente de me faire réagresser, je savais pas quoi faire. Et un jour, il y a un gars qui m'a parlé d'un truc, c'était le Krav Maga. C'était un truc de self-défense. Je me suis dit, je vais aller voir, peut-être ça m'aidera. De toute façon, au point où j'en étais, j'aurais fait un peu n'importe quoi. Et il se trouve que le club de Krav Maga où je suis allé, par un pur hasard, c'était un club qui était tenu par un instructeur qui était survivaliste. Et le type m'a embarqué dans ces histoires de survie. Et au début, je me disais, c'est intéressant, ces histoires de prévoyance et tout, se préparer à des situations difficiles. Moi, j'étais étudiant, j'étais hyper précaire. Je me disais, c'est super, ça va me permettre peut-être de me sortir de ma merde si un jour les choses tournent mal. Seulement, le premier stage où je suis allé, où ce gars m'a emmené, je suis arrivé, moi j'étais quelqu'un de normal, je suis sorti 2 heures plus tard, j'avais appris à égorger des gens, j'avais appris à étrangler des gens, j'avais appris toutes les manières d'assassiner quelqu'un. Et c'est là où j'ai réalisé que le survivalisme qu'on me présentait comme un mouvement sympa, de gentils prévoyants, qui était plutôt là pour l'autonomie, en fait c'était peut-être totalement autre chose, et c'était peut-être un mouvement qui était focalisé sur la guerre. Et on va justement étudier ça plus en profondeur. Vous allez le raconter dans cette série. Silo, justement, elle raconte la vie des derniers habitants sur Terre. C'est l'adaptation de la trilogie à succès de Hugh Hallway. Et l'histoire, elle raconte comment, en fait, les 10 000 derniers habitants de la planète vivent dans un silo souterrain de 144 étages pour se protéger d'un monde toxique, ou qu'on leur a dit toxique. Et voilà, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus. Et tout ce silo a été construit autour d'un mythe dont on ignore tout. Et surtout, il ne faut pas en sortir. C'est quelque part un peu l'idée qu'on se fait des survivalistes aussi, de cet isolement total, forme de paranoïa du monde alentour. On a raison ou pas ? Moi, je dirais que c'est la vision fantasmée d'un scénariste. Après, je dirais que le survivalisme aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui se préparent à quelque chose qui serait une forme de guerre civile. C'est des gens qui se disent, en gros, demain va y avoir une crise, ça peut être n'importe quoi, une crise écologique, une crise économique, une crise sanitaire comme le Covid. En fait, ils s'en foutent de la forme de la crise. Ce qui compte pour eux, c'est que ce sera une crise tellement violente qu'elle conduira à un effondrement de l'État. Du jour au lendemain, tout va se casser la gueule, il n'y aura plus de police, plus de pompiers, plus d'armée. Les gens seront livrés à eux-mêmes. Et le pari des survivalistes, c'est de dire, dans cette situation, l'homme va devenir un loup pour l'homme. Il y aura des émeutes, il y aura des pillages. Le gentil voisin qui m'aidait à monter mes courses, peut-être que quand sa femme sera malade, que ses enfants auront faim, qu'il ne saura plus vers qui se tourner, peut-être qu'il va venir défoncer ma porte à la hache pour piquer ce que moi j'ai dans les placards. Oui. Et en fait, ça fait du survivalisme un mouvement fondamentalement violent. Oui, on stocke des boîtes de conserve, oui, on stocke des petits médicaments, mais au fond, ce qu'on fait, en tout cas c'est ce que j'explique dans mon livre, on passe son temps à se préparer à la guerre. Moi, j'ai fait que ça, j'ai fait qu'apprendre à tuer des gens, j'ai fait que m'entraîner au combat. Donc on va dans des stages de tir, on va dans des stages de survie paramilitaire, on s'entraîne au combat, on s'entraîne à utiliser des armes à feu. Et c'est pas par amour de la violence qu'ils font ça, les survivalistes. Eux, ils vont toujours vous dire « Ah, mais c'est pour protéger ma famille, pour protéger mes enfants. » Mais ça, c'est une pente glissante, parce que quand on rentre là-dedans, on finit rapidement par déraper. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en 2020 avec Frédéric Limol, un survivaliste qui a assassiné 3 gendarmes.
Est-ce qu'on sait combien ça représente de personnes aujourd'hui en France? C'est impossible à chiffrer, parce que la plupart des survivalistes veulent être ce qu'ils appellent des hommes gris. Donc des gens qui sont hors des radars et répondront jamais à un sondage ni à des médias, donc sont extrêmement, extrêmement difficiles à détecter. Mais si on rentre chez quelqu'un qui a énormément de boîtes de conserve, on peut un peu se stresser. Un petit peu. Ça fait peur en tout cas. Voilà, si un fusil, ça fait très stressé, peur. Oui, s'il y a un voilà, fusil, c'est ça, le stress, c'est souvent un indice. Qu'est-ce qui se passe si on est au supermarché, qu'on prend une boîte de conserve, mais il y avait déjà une main, celle d'un survivaliste? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment il réagit, lui? Excuse-moi tout de suite, Freddy. Il faut courir. Mathieu Burgalet, est-ce qu'il y a un profil type? Non, il n'y a pas de profil. C'est des gens très ordinaires. Moi, au début, je pensais que j'allais avoir des gens qui étaient dans la complosphère, qui étaient dans la fachosphère. Plutôt d'extrême droite, oui. Voilà, plutôt d'extrême droite. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. J'avais des gens de tous les partis politiques, de tous les milieux, mais qui étaient tous travaillés par cette même idée qu'on vivait dans une société de plus en plus dangereuse. Et en fait, cette idée, elle n'est pas forcément nourrie par un parti politique particulier. Aujourd'hui, on a pu voir, par exemple, le président dire il y a quelque temps dans une interview qu'on vivait dans une société de plus en plus dangereuse. Ce discours qu'on a pu retrouver chez son ministre de l'Intérieur, Darmanin, quand il disait qu'on vivait un ensauvagement de la France, ou chez l'opposition, chez quelqu'un comme Éric Ciotti, qui dit qu'on vit une période de chaos sécuritaire. Donc ça donne l'impression aux gens qu'on vit dans une société très dangereuse, mais il faut peut-être le rappeler, c'est un effet de langage politique qui n'a rien à voir avec une réalité statistique. Quand on regarde les chiffres, on ne vit pas réellement dans une société plus dangereuse. Vous regardez la statistique des homicides, entre 2015 et 2020, c'est quoi, 800 homicides par an. Je veux dire, c'est un chiffre qui est largement dans la moyenne européenne, qui n'est pas un chiffre particulièrement élevé, et en plus qui baisse. En 95, c'était 1400 homicides par an. Donc ça montre qu'on est plutôt dans une société qui se pacifie. Mais ça, moi, je le sais parce que je suis chercheur, je lis les statistiques. Voilà, le survivaliste, il n'en sait rien. Lui, il voit Darmanin à la télé qui parle d'ensauvagement de la France. Il se dit « Ah, mais c'est une catastrophe, on vit dans un pays hyper dangereux. Si demain, il y a un problème, on va s'entretuer. » Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'arme. Il stocke des flingues, il stocke des munitions, il se prépare à la guerre. Et je crois qu'une partie de ce que démontre mon travail, c'est que le discours politique sur la sécurité aujourd'hui, il a des conséquences. Il pousse des gens à s'armer, il pousse des gens à basculer dans la violence. Toi, Charlotte, tu as rencontré une certaine catégorie d'entre eux, les ultra-riches. Alors moi, je ne les ai pas rencontrés, mais j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches dessus, je voulais vous en parler. Parce que chez les survivalistes, il y a aussi les ultra-riches. Et eux, ils se préparent à la fin du monde de façon très, très confortable. Pour certains, ils ont construit des bunkers, mais de luxe, en fait, avec tout le confort possible. Ça ressemble à des mini-villes. Il y a des centrales électriques, des piscines, des cinémas, des centres médicaux, même des stands de tir. Voilà, certainement pour une raison un peu badante, mais je trouve que ce qui est le plus flippant dans ces bunkers, c'est qu'à la place des fenêtres, il y a des sortes d'énormes écrans qui montrent des mondes paradisiaques et qui font changer la météo pour avoir l'impression qu'ils vivent encore dans le monde d'avant. Et cette vie post-apocalyptique de rêve s'appelait tellement que c'est même devenu un business. Il y a une agence immobilière qui s'appelle Artemis Protection, qui est spécialisée dans le bunker de luxe, tout simplement, et qui avait expliqué qu'après, juste après le Covid, ils recevaient des messages, 50 messages par jour pour des demandes de bunker. Et ce que je trouve absolument absurde là-dedans, c'est qu'on le sait, c'est les plus riches qui polluent le plus, et pourtant, c'est eux qui semblent se préparer le mieux aux catastrophes naturelles. Égoïste. C'est une forme égoïste. Donc, riche ou pas, j'espère que ces bunkers serviront jamais, en tout cas. Louis Leterrier, ça pourrait vous faire un film, ça c'est un bon sujet de scénario. Ça me fait très peur, en fait. Ouais. Est-ce qu'ils communiquent entre eux, ces survivalistes? Par très petits groupes. Ah oui. Ils ne se font pas assez confiance pour faire des réunions entre eux. C'est ça. En fait, c'est ça qui me fait peur. C'est justement l'union contre les autres, et c'est ça. On a souvent deux formes de terrorisme en fait dans ces groupes-là. Donc on a un terrorisme de groupe avec des gens qui sont entre eux, qui sont plusieurs. C'était par exemple un groupe qui s'appelait Action des forces opérationnelles en 2018, qui s'était mis ensemble et qui voulait tuer des gens au hasard dans la rue avec des attentats à la bombe ou en utilisant des armes à feu. Mais on a un deuxième profil et c'est celui-là qui inquiète beaucoup les forces de sécurité. C'est ce qu'on appelle les acteurs isolés ou les loups solitaires. Et ça, c'est des gens en fait qui se voient pas dériver. Quand on est dans ces milieux, on passe tellement de temps à s'entraîner, à manipuler des armes, qu'on se désensibilise à la violence. Et ces gens-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent de plus en plus violents, de plus en plus dangereux. En plus, ils ont un arsenal chez eux. Et en fait, du jour au lendemain, c'est des gens qui peuvent basculer et là, d'un coup, qui vont tuer 3, 4, 5 personnes sans que ce soit absolument possible de les détecter. Et c'est très, très inquiétant d'un point de vue sécuritaire parce qu'on ne sait pas du tout comment faire pour voir arriver ces gens en amont. Bon.
On va se rassurer en disant que finalement, ils ne sont pas si nombreux. Pour terminer, Mathieu Burgalassi, vous, comment vous vous en êtes sorti ? Je m'en suis sorti parce que je suis anthropologue, parce que j'avais un double regard tout le temps, parce que je pouvais mettre de la distance entre moi et ces milieux. Mais malheureusement, les gens que j'ai croisés, j'ai rencontrés pendant toute la période de mon enquête que je raconte dans le bouquin, j'ai rencontré vraiment des centaines de personnes et aucune de ces personnes, après coup, n'est sortie de ces milieux-là. C'est l'inverse qui s'est produit à chaque fois. Les gens se sont enfoncés là-dedans parce que tout vient confirmer leur représentation. Tout vient en permanence à la télé, on leur rappelle qu'ils sont dans une société de plus en plus dangereuse. Les politiciens en rajoutent une couche, parfois juste par, on va dire, stratégie électorale. Et ça conduit à beaucoup de Et on problèmes. encourage les gens à lire votre livre. Merci beaucoup, en tout cas, Louis Leterrier. Fast and Furious 10, ça sort le 17 mai au cinéma et tout le monde a adoré ici chez Click. On vous recommande d'aller vite voir ce film. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Freddy. Merci, Philippe. Merci Yacine. Merci, Mathieu Burgalassi. Merci au public d'être venus si nombreux. Merci à tous. Merci aux belles équipes de Click et de Canal+ qui m'ont accompagné pour cette semaine. Merci à tous. Vous êtes forts. Et à demain sur Canal+. Votre programme avec les nouvelles recettes 100% végétales Ariane Co. La vie en légumineuse. Et si on mettait du